Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce débat doc consacré aux parcs de loisirs qui sont de véritables success stories. Pourquoi cet engouement des Français pour ces concepts touristiques et quelles sont les véritables retombées économiques pour les territoires qui les accueillent? Au même titre que la Tour Eiffel ou le Mont-Saint-Michel, le Futuroscope est devenu un monument national et l'un des fleurons du tourisme français. C'est l'histoire de cette réussite que je vous propose de voir avec ce documentaire de Franck Cuvelier. Et je vous retrouve juste après avec mes invités. Le Futuroscope a poussé ici il y a plus de 30 ans. 30 ans, c'est le bon âge pour se souvenir de ses origines. Ceux qui vous ont vu naître ne sont pas encore trop hauts. Enfin, ils se souviennent. Et puis, plus personne n'a rien à cacher. Le temps a passé sur les petits secrets de votre naissance, les disputes, les coups bas. On est libre de parler. La légende raconte que le Futuroscope soit né de la volonté d'un homme, René Monory. Qu'est-ce que le Futuroscope? C'est un formidable pari sur l'avenir, sur le futur. C'est aussi un message d'espoir. C'est pas faux, mais c'est ignorer l'incroyable concours de circonstances qui entoure cette aventure. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la France des années 80 pour que le Futuroscope voie le jour? Comment des graines de futur ont-elles réussi à germer sur ces pauvres terres de la Vienne? Histoire de chatouiller un peu le fantôme du président Monory, nous ferons naître le Futuroscope ce jour-là. Rue de Solferino, au PC de campagne de François Mitterrand. Dès 18h30, on savait qu'il avait gagné. À 20h, c'est la certitude. Avec la gauche au pouvoir, ministres de droite et grands commis de l'État sont remerciés. C'est le grand déménagement. De retour dans leur fief de province, la queue basse et la gueule de bois. Après avoir piloté les ministères de l'Industrie, du Commerce, de l'économie, Monory, fan de sport auto, se retrouve au volant de la Vienne, une 2 chevaux des années 80. À l'époque, c'était surtout un département sans image. Et puis un département qu'on oubliait vite parce qu'il n'y avait pas de tradition touristique, pas de tradition culturelle. Voilà. Bon. On se souvenait que d'une chose, en 732 à Poitiers, sans savoir que c'était dans la Vienne. Dans les années 80, c'est agricole, il n'y a pas un chat, c'est vraiment... tout est vide. C'est un département rural, ça l'était à l'époque. Il n'y avait quand même pas beaucoup de choses à faire lorsqu'on était jeune. Évidemment, ceux de la Vienne parlent avec des mots choisis de leur département, qui en réalité est pauvre, dépeuplé, ignoré. Le vieux Routard le décrit ainsi, un département géographiquement vague et vaguement agricole. Au début de son septennat, chose incroyable, la gauche tient ses promesses. Dans sa hotte, le Père Noël Mitterrand avait promis la décentralisation. Et il le fait. Une révolution. Désormais, les élus seront libres. Libres d'exercer pleinement leur mandat. Libres de prendre leurs responsabilités sans entrave, sans limitation, sans détournement, imposés par les services ministériels contre leur volonté et parfois contre l'intérêt de leur commune. Soyez sans crainte pour le changement annoncé. Dans ce domaine, vous faites l'histoire qui dira un jour que la France asphyxiée par le centralisme a été libérée. La droite est contre, debout sur le frein. Toute la droite? Non. Du jour au lendemain,
c'était au mois d'avril, 24 avril 82, le préfet vient dans la salle du Conseil général et dit « Monsieur le Président du Conseil général, je vous remets l'exécutif départemental ». Et du jour au lendemain, le président du Conseil général se trouve à la tête d'un département dont il assume la responsabilité seul, au niveau de l'exécutif. Ça change singulièrement la donne. L'application de ces lois de décentralisation, Gaston Defferre avait obtenu une chose extraordinaire que je n'ai jamais revue dans mon existence d'élu, c'est que d'un seul coup, il a décidé d'apporter une masse considérable d'argent au département en leur payant la même année les sommes dues de l'année d'avant et les sommes correspondant à l'action sociale de l'année en cours. Ce qui fait que, j'ai le chiffre encore en tête, pour le département de la Vienne, c'est un montant d'environ 300 millions de francs à l'époque, mais c'était considérable sur notre budget, dont nous avons pu disposer tout à fait librement. À la tête de ce pactole, Monory passe la première. Par une savoureuse ironie de l'histoire, c'est la gauche qui le remet dans le circuit. Il va vouloir s'emparer de ce que les lois de décentralisation lui permettent de réaliser pour réveiller le département, comme il le disait, puisqu'il va devenir maître, en fond, de ses investissements de son département. C'était une époque où on avait créé un ministère du temps libre. Donc, où on rêvait de laisser plus de temps à la partie éducation, à la partie loisirs, à la partie formation. Et donc là aussi, il y avait tout un train d'idées qui s'était constitué en disant, mais comment on va pouvoir répondre à ces demandes nouvelles? Et donc, je crois qu'on a été, les uns et les autres, on a été pris dans ce mouvement. Et quel mouvement! En quelques années, la gauche multiplie, à Paris, les grands chantiers culturels. L'Opéra Bastille, la Cité de la musique, la très grande bibliothèque, la Cité des sciences. Le destin de la Vienne et des Poitevins doit changer. Et Monory flaire que le changement, ce sera cela. Un jour, le président Monory m'a dit « On va construire un bâtiment pour abriter les services informatiques du département ». C'était en 1983. Et je lui dis « Mais c'est quelque chose de nouveau, c'est une première ». Il me dit « Oui ». Je dis « Mais dans ce cas-là, il faut le rendre visitable ». Alors il m'appelle le lendemain et il me dit « Mais s'il faut le rendre visitable, il faut que ce soit bien ». Et puis je le rappelle le surlendemain en lui disant « Mais c'est pas bien qu'il faut le faire, c'est très bien ». Il était persuadé que les choses allaient évoluer à une vitesse considérable et que les gens n'y étaient pas préparés. Et il voulait mettre en place dans le département une structure qui allait leur dire voilà ce à quoi il faut vous attendre, mais sans craindre ce qui va arriver. Parce que c'est une évolution naturelle de la société et c'est une évolution dont tout le monde va bénéficier si chacun y participe. René Monory, je revois la scène, sort de sa poche un petit papier avec une dizaine de lignes, nous décrit une maison du futur. Alors on ne savait pas très bien ce qu'il y aurait à l'intérieur, quelle description du futur on voulait faire, mais c'était l'idée de départ en disant il faut parler du futur et surtout il faut que pour nos jeunes on puisse leur montrer que les métiers de demain ne seront pas ceux d'aujourd'hui, qu'il faut qu'ils s'y préparent. La première pierre est posée ce mardi 11 décembre 1984 par des hommes de bonne volonté. Ils ont décidé de construire sous le ciel de la Vienne ce beffroi devant leur permettre une observation et une conduite de l'avenir, le Futuroscope. On oublie vite la maison de l'informatique. Et puisqu'au début des années 80, le futur ne s'invente pas dans la Vienne, soyons honnêtes, pourquoi ne pas y installer un observatoire du futur? C'est d'ailleurs le premier nom du projet. On commence à réfléchir sur ce que pouvait être le tout premier pavillon qui pouvait exprimer le futur. Et puis, la date du concours approche et on ne trouve toujours rien. Et sur la planche, je n'étais pas content de ce que faisaient les uns et les autres. Et puis, je m'énerve, voyant la... Et je dis, mais fais n'importe quoi. Par exemple, de l'optimisme, un lever de soleil sur un monde en mutation. Et je fais une oblique avec un lever de soleil, la sphère. Le bâtiment initial nous plaisait beaucoup. On ne savait pas ce qu'on allait mettre dedans, mais la forme nous plaisait beaucoup. Et Monory a dit, bon, on le construit et on verra après ce qu'on va y mettre. Le prisme, lui, représente les 3 dimensions de l'espace, dominées par la sphère qui représente la 4e dimension, qui est celle du temps. Car vous savez que
un des messages que nous voulons faire passer dans le parc est que la richesse, le gisement temps représente la richesse économique des années à venir. Alors comment on a fait après pour trouver du contenu? Il y avait, se joignant à la petite équipe qui existait à l'époque pour monter ce qui était alors un mini-projet, un journaliste scientifique. Et je lui dis, on aimerait bien aller à quelques-uns voir la Silicon Valley avec René Monory, parce que c'est là où les choses apparemment qui nous intéressent se développent vraiment dans le monde. Il nous dit, non, moi je vous déconseille d'aller dans la Silicon Valley. Allez donc plutôt voir, je ne sais pas si René Monory est d'accord, allez plutôt voir Epcot. Epcot, c'est le nouveau parc d'attractions que vient d'ouvrir Disney en Floride. Et il est consacré, en fin de compte, à la vie de l'homme dans le monde de demain. Donc, le président Monory a décidé de faire des voyages. Il faut pouvoir imaginer ce petit équipage d'élus locaux de la Vienne de tous bords, embarqué par le président à la chasse au futur chez Disney. C'était une épopée, c'était épique. Il faut savoir que mon voisin dans l'avion n'avait jamais pris l'avion. Avant le décollage, a mis la tablette, a sorti la gamelle, et je lui ai dit, mais non, mais on va vous servir quelque chose. Et il a dit, oh, ma femme m'a dit, on va loin, il a peur de manquer, je te prépare quelque chose. Il avait fait son casse-croûte. C'est dire que certains élus n'avaient pas voyagé. Et le génie du président Monory a été de dire, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Enfouis parmi des tas de vidéocassettes, nous avons retrouvé dans les archives du Futuroscope quelques images de ce voyage au pays de Mickey. Le caméraman semble avoir reçu 2 consignes. Ne pas filmer une seule image de la bande à René, mais ne manquer aucun détail. Un tournage d'espion. Des pavillons futuristes, des fontaines, des jardins, toutes les idées sont bonnes à prendre. Toutes. Aperçu dans un seul plan des rushs, on se demande ce que doit se raconter l'équipe du Futuroscope. Epcot, ce qui m'impressionne, c'est que chaque pavillon a un nom, une grande compagnie américaine. C'est pas notre modèle. Et là, on s'est rendu compte que l'avenir pour les Américains, c'était pas un pavillon, mais c'était 15-20 pavillons, donc un parc. De cette visite est née l'idée, non pas de construire un bâtiment, mais de construire véritablement un ensemble beaucoup plus important. Et ça a été la naissance du Futuroscope. Un pavillon de l'agriculture du futur. Un pavillon des communications du futur, des énergies du futur, avec pour chacun une grande entreprise derrière qui met la main à la poche. Eureka, ce sera ça le Futuroscope. D'ailleurs, on l'annonce déjà à la télé. Un gros dossier a été examiné cet après-midi par les conseillers généraux de la Vienne. Il s'agit du dossier du Futuroscope. Jean-Pierre Jonteau. Les conseillers ont tous voté pour le financement de la première tranche des travaux, tous sauf une abstention communiste. Ce premier programme, donc, d'un coût de 274 millions de francs, permettra la réalisation d'un complexe scientifique et de loisirs qui devrait être opérationnel au printemps 88. Quant aux entreprises qui ont pris l'engagement de participer à la réalisation du parc, elles sont au nombre de 17, telles Bull, EDF, Elf Aquitaine, Philips, Roussalut-Claf, Thomson, etc. D'autres, n'a pas précisé René Monory, vont s'engager dans le projet alors qu'elles étaient sur le point d'investir à l'étranger. Les entreprises, on les a. Enfin, presque. Monory épluche son carnet d'adresses d'ancien ministre de l'Industrie et de l'Économie avec l'espoir de mettre à la table du Futuroscope ses amis chefs d'entreprise. Moi, j'étais un peu au départ... Les chefs d'entreprise qu'il a contactés
ont répondu au départ poliment. Mais les entreprises françaises ne sont pas les entreprises américaines et la perspective d'investir des montants importants pour eux ne les a pas complètement séduits. Et donc il fallait qu'on soit un peu répétitif. Mais au fond, voilà, on se le disait tous les deux, quand après les dîners ou les déjeuners que nous faisions, on se disait, bon, Thierry, il va falloir qu'on aille le revoir, celui-là. Et oui, monsieur, je crois qu'il va falloir qu'on aille le revoir. Et puis on allait le revoir. Et puis on allait encore le revoir. Et puis on allait encore le revoir. Il s'est aperçu tout de suite qu'il fallait mieux pas compter sur ses amis chefs d'entreprise. Donc il les a plus jamais sollicités. Et il a dit, ce projet, en fin de compte, la seule façon d'avancer vraiment, c'est d'être libre de toute attache. On a dit, il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. Lâchée par le privé, l'équipe du Futuroscope oublie les pavillons à thème au bout de quelques mois. Et tant pis si on a raconté ça à tout le monde. Surtout qu'entre-temps, on a repris l'avion, mais dans l'autre sens, plein est. Bienvenue à Tsukuba. Voilà Tsukuba, 102 hectares d'exposition sur un plateau à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tsukuba, à 60 km de Tokyo, c'est la plus grande exposition technologique de tous les temps. On est allé à Tsukuba, et à Tsukuba, on a découvert la force de l'image. On a découvert les premiers écrans IMAX. On a d'ailleurs découvert IMAX à Tsukuba. La spécificité de l'IMAX, c'est de ne pas avoir de cadre. Le spectateur est si près de l'écran qu'au lieu de regarder une image à l'intérieur d'une boîte ou d'un cadre, il est dans cette image. Avec une image aussi forte, on va là sensibiliser, avoir un moyen de sensibilisation extraordinaire. Et là, on a vu à l'œuvre le début du numérique, les grandes images, et on a décidé que le parc du Futuroscope serait le parc de l'image. On ramène non seulement des idées, mais on achète carrément des dispositifs, on ramène des films, on ramène les contenus des pavillons au fur et à mesure. C'est comme ça que les pavillons, petit à petit, sont créés, avec une particularité par rapport à ce que nous voyions. Et là aussi, c'est une idée de René Monory, c'est qu'il lui a dit il faut que le contenant soit aussi réussi que le contenu. Des pavillons à faire rêver donc, aux formes porteuses de messages, dont l'architecte ne se lassera jamais de nous en fournir les clés. Il y a, comme allégorie, l'idée de faire un parallèle entre l'image réelle qui est sur la pellicule et l'image virtuelle qui est sur l'écran. C'est pour ça que nous avons choisi des miroirs avec une façade très découpée qui fait un parallèle entre cette image réelle et cette image virtuelle, et ce cristal de roche qui est l'ordonnancement des faisceaux lumineux du projecteur de la caméra par rapport à l'ordonnancement dans la nature des molécules pour faire le quartz. Avec 2 bâtiments compteurs, le parc est prêt pour le grand jour. Le pavillon du Futuroscope et le Kinemax n'ont désormais plus aucun secret pour le Premier ministre. Cet après-midi, Jacques Chirac a inauguré le Parc du Futur de Jeune-Éclan. Jacques Chirac a visité l'ensemble des installations en commençant par le bâtiment du Futuroscope même. Jacques Chirac s'est félicité qu'une telle réalisation puisse se faire sous la seule impulsion de la volonté des élus régionaux. Lorsque ceux-ci appliquent au niveau local le vieil adage « aide-toi d'abord et le ciel, en l'occurrence l'État, t'aidera peut-être », il ne peut qu'approuver. Puis vint la traditionnelle séance de cinéma au Kinemax pour Jacques Chirac qui s'est laissé emporter par les images du Kinemax. Il est vrai, une superbe façon de s'envoler du Futuroscope. Enfin, le 31 mai 1987, à 9h30 du matin, les portes du Futuroscope s'ouvrent au public. Le 31 mai, c'était la Pentecôte, je crois. À 11h le matin, on a vu au-dessus de la petite grimpette une tête d'une dame blonde arriver. Malheureusement, à l'époque, on n'a pas de téléphone avec les photos. La première cliente.
L'entrée du parc, ce sont des Algeco. Rien n'est, y a pas, les files d'attente n'existent pas. Il n'y a rien pour abriter. C'est vraiment, on improvise. Tous les week-ends précédents, les gens venaient visiter gratuitement le chantier. Et puis là, ce week-end-là, ils sont arrivés, il y avait une caisse, il fallait payer. Donc les gens n'étaient pas très contents, ils ne comprenaient pas. Puis c'était encore très chantier tout autour, si vous voulez. Je me souviens, je fais visiter un groupe et non, messieurs, dames, si vous voulez bien, on va se diriger par là, puisque du coup, on a la goudronneuse à gauche, effectivement, la pelleteuse derrière le pavillon, voilà quoi. Les travaux sont partout. À l'époque, il n'y avait pas d'aménagement extérieur, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de pelouse, donc c'était un peu, j'ai dit tout à l'heure un ovni, mais c'était le cas, quoi. Il n'y avait pas encore de chemin viabilisé, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage, c'était à croire peut-être qu'on se disait encore, même ceux qui étaient à l'origine de ça se disaient mais est-ce que réellement on va aller plus loin que ça? Et avant de développer tout un tas de choses, attendons de voir ce que ça donne. Ça va celui-là? Et toi, alors, tu taille 3? Je sais pas, je m'en rends compte. Ah bah si, au moins 4. Oh, bah pas 4, peut-être pas. Non, moi je vous conseillerais de faire 3. On était disponibles, on pouvait nous appeler le soir pour le lendemain. C'est-à-dire, demain, non, tu ne vas pas, ton horaire change demain, tu ne seras pas... Ou alors on arrivait le matin, on ne savait pas où on allait travailler. Mais c'était naturel, on s'adaptait. Encore une fois, c'était un pari fou. C'était un pari fou. Le premier jour, on n'a pas vu grand monde, il faut dire la vérité. Les journalistes m'ont téléphoné en disant « Là, vous avez fait combien de personnes ?» J'ai dit 1 millier. 1 millier. Mais il y a la foire de Poitiers. Mais la foire de Poitiers, qui n'avait pas eu beaucoup de monde, a dit « C'est la faute du Futuroscope, ils sont allés au Futuroscope. » En fait, ils étaient allés nulle part. Cette première journée et cette ouverture a été, au niveau de la fréquentation en tout cas, une petite déception. Donc on a immédiatement, et René Monory bien sûr, tout de suite, réagi en disant « faut densifier ce qu'on présente parce que c'est pas suffisant ». Et là, ça a été vraiment la décision, si vous voulez, de créer de nouveaux spectacles dans de nouveaux bâtiments. Pourtant, dans la tête de René Monory et son équipe, le parc de loisirs n'est qu'un étage sur les 3 que compte la fusée Futuroscope. Dès le départ, l'ambition est plus grande, difficile à expliquer. Et à l'époque déjà, le mot fétiche, qui leur revient sans cesse pour cela, c'est triptyque. Le travail, bien sûr, la façon de se former, d'apprendre, qui est très important pour René Monory, et puis les loisirs. Et ce triptyque va être très vite un triptyque fondateur du Futuroscope. Il y a toujours eu un triptyque qui a été affirmé. Il y avait bien sûr le parc de loisirs qu'on a appelé parc de découverte, parce que c'est là où on pouvait le plus facilement et le plus aisément sensibiliser les gens à aux enjeux futurs de la société. Il y avait aussi une zone de formation, parce qu'on savait que ces nouvelles technologies et ces nouveaux moyens de communication, ils allaient influencer considérablement toute la formation reçue par les hommes. Puis, il y a aussi le travail, parce que les moyens de communication allaient aussi transformer la façon dont les hommes allaient travailler et les moyens qui étaient mis à leur disposition. Je suis passionné par ce futur, passionné par toutes ces techniques de communication, sans être moi-même un technicien, mais surtout passionné par les conséquences sociologiques. Alors c'est un moment merveilleux que la Vienne vit, car nous sommes en train de faire l'un des plus beaux projets du monde, mais il ne faut pas oublier qu'il faut former les jeunes, former les adolescents, les adultes, former les masses. Et le parc du Futuroscope, Poitiers Futuroscope, ça sera vraiment un instrument de formation. Pour le pôle formation du Futuroscope, comme pour le pôle entreprise, on fonctionne comme on a procédé pour le pôle parc de loisirs. On construit d'abord, on verra bien plus tard ce qu'on mettra dedans. Avec toujours la même ambition, une architecture qui en impose. Au départ, c'était un champ de maïs. Et tout était possible. Donc on a commencé à dessiner. On a dessiné le plan masse en forme d'oreille, qui était l'homme à l'écoute de l'univers. Ici, vous ne le savez pas, mais nous sommes au centre d'une sorte de télescope, radiotélescope géant, qui essaye d'écouter les signaux faibles de l'univers.
Aux confins de son oreille, le département finance et inaugure dès 1987 deux bijoux. Le lycée pilote innovant, 300 élèves entièrement connectés, à rien, mais ça viendra. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas classique comme architecture pour un lycée. Ah oui, je crois que c'est un lycée innovant qui a la forme d'une aile delta et qui représente une sorte d'astronef qui est la connaissance et le savoir qui se pose sur le site du Futuroscope et sur toute son aire de formation. Et encore plus ambitieux, le 3IP. 3I pour Institut International de l'Innovation et un P pour Prospective. Qui prospectera quoi? On verra. Première image, l'éclosion d'une fleur. C'est un peu l'éclosion du produit nouveau. Et puis deuxième image, dans les civilisations orientales, le symbole de la créativité, c'est la fleur de lotus. Alors, notre image était là. Mais construire des fleurs de lotus et des astronefs autour d'une oreille à l'écoute du monde ne suffit pas à attirer les entreprises innovantes de la communication. Comment les attirer dans la Vienne? Monory et Breton ont besoin d'un appât. Les circonstances politiques de la France vont leur offrir cette chance. Connaissez-vous la bande à Léo, ou si vous préférez, le groupe des ministres libéraux du gouvernement? Voici tout d'abord François Léotard, 44 ans, ministre de la Culture et de la Communication. Alain Madelin, 40 ans, ministre de l'Industrie, qui visite ici le Futuroscope, avec les explications de René Monory. Car entre 1986 et 2002, la France vit le grand bal des cohabitations. En 1986, la gauche est déjà partie. Monory a même retrouvé un job, ministre de l'Éducation, et surtout de jeunes collègues qui ont la rage libérale et un mot à la bouche, déréglementation. Le vieux renard va en profiter. C'est Gérard Longuet, 40 ans, dernier ministre libéral, qui a apporté la bonne nouvelle. Et pour quelle raison avoir choisi Poitiers comme première expérience européenne? Alors je vais vous dire, c'est très simple. Nous, on va avec ceux qui bougent. Et M. Monory, le Futuroscope, le département de la Vienne ont pris une initiative. C'est une initiative qui est intéressante. Ils ont envie de faire quelque chose. On les accompagne. J'ai toujours pensé que dans la vie, si on veut un jour que les gens vous aident, il faut toujours commencer à s'aider soi-même. La bonne nouvelle de Longuet porte un nom, le téléport. Le téléport, c'est l'appât négocié en sous-main depuis des mois par Breton et Monory pour attirer les entreprises. Le téléport, c'est une brèche impensable dans le monopole des télécoms. Mais c'est quoi, au fait, un téléport ? Un téléport, c'est cela. Quelques paraboles plantées au sol, leurs antennes pointées vers le ciel et les satellites de communication. De cette plateforme, sons et images de toutes sortes sont à portée de transmission dans le monde entier. Mais seules les entreprises installées dans un périmètre bien déterminé peuvent bénéficier de tous les services de télécommunication les plus modernes. Un privilège doublé de l'avantage de tarifs réduits. Alors, un téléport à Poitiers et après, est-ce que les entreprises sont déjà prêtes à venir? Écoutez, je ne sais pas si elles sont prêtes à venir. De toute façon, je ne pouvais rien signer avec les entreprises avant d'avoir signé le téléport. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, on a 10 à 15 entreprises qui sont très intéressées par cette initiative. C'est la politique de l'offre. On l'offre des services qu'ils ne trouveront pas ailleurs. C'est la nouvelle conception de l'aménagement du territoire. Et je pense que grâce à cela, un certain nombre vont venir. Dans un petit département comme la Vienne, 380 000, 400 000 habitants, on n'a pas assez de richesse locale pour assurer le niveau de vie de nos habitants. Donc il faut créer de la valeur, faire venir de la richesse. Donc 1, de la formation, l'intelligence, 2, l'attractivité, 3, l'entrepreneuriat, la capacité de monter des entreprises et de créer des entreprises. Donc cette dynamique-là, ce triptyque-là, de ce point de vue-là, Monory était génial. Côté pôle formation, malgré leurs efforts et quelques milliers de mètres carrés de bureaux en chantier, le binôme Monory-Breton ne parvient pas à attirer les grandes écoles dans le Poitou. Si les cerveaux ne viennent pas au Futuro, Monory ira à eux et les ramènera de force. Un peu plus d'un an après l'annonce par le gouvernement d'Édith Cresson de décharger Paris de certaines administrations, Michel Delebarre, le ministre de la fonction publique, et les responsables locaux et régionaux ont signé aujourd'hui à Poitiers, sur le site du Futuroscope, le contrat de localisation du CNED, le Centre national d'enseignement à distance. Un acte officiel qui intervient 4 mois après l'arrivée en douceur, ou presque, des premiers décentralisés.
Le CNED, bonjour. Mais bien sûr, madame, vous avez laissé un instant, s'il vous plaît. C'est qu'entre-temps, la gauche est revenue et poursuit son chantier de décentralisation. Désormais, elle délocalise. Quand j'étais à Matignon, j'ai décentralisé beaucoup d'administrations en région, un très grand nombre. C'est toujours difficile parce que les gens, très souvent, protestaient, ils ne voulaient pas quitter Paris. Enfin, ils disaient que leurs conjoints ne trouveraient pas de travail sur place, il fallait les accompagner, les aider à trouver un travail, les aider à trouver un logement, mobiliser les élus locaux, qui le plus souvent étaient naturellement très volontaires. Et c'est une opération qui a marché. On a réussi la décentralisation. Des véhicules immatriculés en région parisienne sur le site du Futuroscope. Voici la marque d'un individu, d'un nouveau genre, le délocalisé. Le Centre national d'enseignement à distance abrite en son sein ce néo-provincial aux accents de Titi. Un accent qu'il ne nous a pas été possible d'entendre. À notre arrivée, le temple de la communication se mue en tour d'ivoire. Personne n'a voulu parler. La transplantation laisse encore quelques cicatrices. Rideau pour une interview. Bien sûr. Les entreprises, elles ne viennent pas dans le milieu rural ou dans les petites villes comme ça. Et donc, justement, Monory, c'est de la volonté. Il se trouve que lui a été président du Sénat, que moi j'ai été Premier ministre. Et donc, on a ramené sur le site ce qu'on pouvait ramener. On a mis de la matière grise. Mais ça, si vous n'avez pas de la volonté, il n'y a pas de projet. Cette loi, elle était bonne pour tout le monde, et les élus locaux, quelle que soit leur coloration politique, ils s'en emparaient, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas sûre que M. Monory s'en soit emparé d'une façon qui était pertinente. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. À ma droite, s'il te plaît. À ta droite, qui travaille beaucoup. Très bien. Après la rafle du CNED, le pôle formation du Futuroscope élargira son butin en piratant l'École supérieure de l'éducation nationale, le Centre national de documentation pédagogique, une école d'ingénieurs et même un morceau de l'université de Poitiers. Vous pouvez applaudir maintenant que le ruban est coupé. Au début des années 80, la fusée Futuro à 3 étages est prête. Loisirs, entreprises, formation, la Vienne peut décoller. Pendant 10 ans, entre le public et le Futuroscope, c'est la lune de miel qui commence. Vous avez passé la journée sur le parc, comment vous le trouvez ce parc? Très bien. Bien. Ouais. On est arrivé tôt ce matin, on a vu plein de choses, c'était super. Super. Sensationnel. C'est super, il y a plein d'attractions. Et il y a plein d'attractions et on passe une journée super. Quoi. C'est bien, c'est beau. Le Futuroscope, on ne savait pas trop le décrire. Mais les gens, qu'est-ce que c'est le Futuroscope? Les gens ne savaient pas trop. Mais ils disaient, c'est bien, il faut y aller. Le souvenir que j'ai, c'était avec mon copain d'enfance, mais aussi tous les autres camarades du collège et des lycées, c'était notre conversation du matin jusqu'au soir, quoi. Parler de cette espèce d'ovni qui venait d'atterrir chez nous. Il m'est arrivé 50 fois au petit déjeuner, quand je venais travailler sur tel pavillon, etc., d'entendre des familles le matin. Et ce qui était formidable, c'est qu'au petit déjeuner, le père, la mère, les enfants avaient en commun. T'as vu au Kinémax, t'as vu la navette spatiale, ah ouais, à bord de la navette spatiale, ça se passe comme ça, etc., etc. Et il y avait cette espèce de partage. Et si je pense que dans le succès du parc, il y a ça, et ce partage, c'est ce qui se passait dans le cinéma dans le temps, je veux dire, et ce qui se passe encore. On échange, on voit en commun, et d'une certaine manière, on est à égalité. Moi, je me couchais le soir, je me disais, sur les vacances scolaires, je me disais, tiens, demain, c'est tel film que je vais voir. C'était un peu le périple, quoi. On était à 10-15 km d'où j'habitais, mais c'était un périple, un grand voyage pour nous à notre âge, de venir jusqu'ici. À chaque saison, ou presque, le parc dépêche sur le terrain sa propre équipe de reporters afin de récolter les preuves indiscutables de sa popularité. Comment vous trouvez le parc? Une super journée sensationnelle. Très très bien. Ouais, ça vous ferait plaisir qu'on dise oui? Alors oui. Mais non, c'est pour rire. Vraiment magnifique. Tout est beau, bien entretenu, propre. Il n'y a rien à redire. J'ai trouvé ça très bien, on a été agréablement surpris et on reviendra. C'est bien, il faut y aller. Ça a créé une sorte de marketing viral. Ce bouche à oreille a très très vite
pris de l'ampleur en termes de fréquentation, puisque la deuxième année, on est passé de 225 000 à 450, puis 750, si mes souvenirs sont bons, puis 900, puis le million très vite. Alors que personne ne pensait qu'on ferait un jour 1 million, je crois qu'on l'a fait en 5 ans. Mais comment faire pour atteindre le million de visiteurs par an, pour s'imposer comme parc de l'image et du futur? À la Cité des Sciences de Paris, un magicien de l'image opère. Monory le kidnappe. Et ça monte à combien, ces petits engins-là? Moi, l'image m'a toujours passionné. Et je pars aux États-Unis, j'ai un petit contrat de 3 mois qui a duré une quinzaine d'années. Mais je dirais qu'au départ, c'est ça. C'est de faire une enquête sur le relief. Et c'est là que je trouve un système. Et en fait, c'était le show scan, c'est-à-dire du 70 mm, 60 images secondes, donc avec une définition d'image absolument invraisemblable, qui donnait l'impression d'un hyper-réalisme et d'une présence comme le relief la donne. Et puis dans un coin, les gens d'IMAX me disent « Venez voir, j'ai un petit prototype, regardez ce que c'est. » Je reviens et je dis au président, Monsieur le Président, bon voilà, j'ai trouvé un système, mais j'ai trouvé aussi d'autres choses et il y a un système. Ah, il me dit « Bon, on y va. » Donc hop, nous voilà partis avec une partie du Conseil Général et avec Thierry Breton. Et on arrive chez Shawscan et il voit ça. Il dit « Ah, c'est formidable, c'est une belle image », ça renouvelait un peu, ça décalait par rapport à IMAX. Et puis surtout, il s'assoit, je lui dis bah, « Maintenant, je vais vous montrer un truc qui peut peut-être vous intéresser ». Il s'assoit sur un fauteuil dynamique et là, il achète les deux. Il est encore temps pour vous de renoncer en levant le bras. Vous restez? Alors, nous vous félicitons pour votre courage et vous souhaitons bonne chance. Les Français ont faim d'images. Mais dans leur petit écran de télé, c'est le menu de cantine. À peine 6 chaînes, une image qui bave, un son qui chointe. Ici, on se régale, on se rassasie. Ça fait peur, ça bouge et on croit qu'on va tomber dans les fossés et on s'y croirait quoi. Ça fait les frayeurs, mais sinon on commence à s'habituer à partir de la deuxième fois. Cinéma à 360, cinéma en relief, cinéma dynamique, l'image sous toutes ses formes envahit le parc, avec chaque fois un nouveau bâtiment qui sort de terre. Le parc casse sa tirelire en s'offrant même la diffusion exclusive du premier film de fiction tourné en IMAX 3D et réalisé par Jean-Jacques Hanour. 3, 2, 1, go! From Academy Award-winning director Jean-Jacques Hanour and Sony Pictures Classics comes a film of epic proportions, Wings of Courage. Des films, des voyages, des technologies, des pavillons, le département dépense sa cagnotte en toute liberté. Mais qui décide? Monory est le shérif, et la décentralisation des débuts un western. Pas d'études de marché, pas de commission de contrôle, des appels d'offres à l'appel. Une petite équipe décide de tout autour d'un chef, dérapage autocratique ou liberté d'entreprendre. Le shérif, il avait de l'autorité. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Monsieur le préfet, je veux faire ça, s'il vous plaît, ne m'empêchez pas de faire ça. C'est vrai qu'il a été critiqué parce qu'on faisait peut-être à l'époque un peu moins de ronds-points qu'on en fait aujourd'hui sur les routes. On disait les routes mériteraient d'être un petit peu plus entretenues. Peut-être que dans le domaine social, ils servent peut-être un peu trop les boulons. Nous investissons assez peu finalement, assez peu. Beaucoup pour le département, mais assez peu pour un projet de cette ampleur, année après année. Et quelque part, ça nous force en permanence à faire un petit bout, puis on regarde comment ça réagit, à nous corriger, et puis année après année, à être très attentif. Ça a été géré, je crois, d'une façon assez, un peu politicienne et très, très administrative, sans grande imagination, et sans faire appel à des gens qui seraient venus de toute la France et qui auraient pu apporter quelque chose, et même de l'étranger. On pouvait faire un grand projet, voilà.
Dès l'ouverture du parc, une question se pose. Comment attirer le client venu de loin quand on n'a pas les moyens de se financer des campagnes de pub? Monori, ancien vendeur de voitures d'occasion, réfléchit. Pour devenir populaire, il suffit de s'afficher avec ceux qu'ils sont déjà. Or, qui est populaire partout en France depuis toujours? Le Futuroscope compte autant sur le roue dans roue des coureurs du Tour de France que sur les chaînes de télévision du monde entier pour renforcer sa notoriété. En effet, elles seront 60 à retransmettre le départ de la Grande Boucle. 1 milliard de téléspectateurs peuvent prendre l'émission. Ça veut dire qu'en Colombie, aux États-Unis, au Japon, dans l'Europe entière, tout le monde entendra parler du Futuroscope. René Monori ne regrette donc pas d'avoir déboursé 5 millions de francs pour organiser l'événement. Un départ en fanfare aux accents planétaires qui doit faire sortir le Futuroscope du cadre du département et même de France. Une étape en 87, une autre en 89. Le shérif est de tous les podiums. Le Tour de France au Futuroscope était son rêve. Il va devenir son cauchemar, mais il ne le sait pas encore. En 1990, il accueille Bingo, à la fois le départ de la Grande Boucle et l'animateur préféré des Français. Bonsoir à tous. Bienvenue à bord de cet écureuil d'Héli-France, l'hélicoptère de la SFP, qui va survoler comme chaque année la caravane du Tour de France. Nous sommes au-dessus d'un site exceptionnel, Futuroscope, qui va servir de cadre à la Der des Der, le dernier Champs-Élysées, avec les stars du spectacle, mais aussi et surtout peut-être avec les stars du Tour de France. Et on a le dernier Champs-Élysées dans le parc du Futuroscope. Bon, ça, en termes de communication télévisuelle, ça n'a pas de prix. Combien il faudrait payer de spots publicitaires noyés dans la lessive, dans les lessives pour se faire distinguer. Pendant 10 ans, tous les people se précipitent au Futuroscope, histoire de se confondre avec le futur. Joe Cooker, Ray Charles, John Baez, les vieilles stars s'y refont une jeunesse. Interville et son Guy Lux, Sacrée Soirée et son Foucault, les Miss France et leur Madame de, un championnat du monde de boxe, c'est la télé des familles, du prime time qui débarque dans les champs de betteraves. Et ça marche. Le Futuroscope se grave dans la géographie tricolore des Français. 2 800 000 visiteurs avant l'an 2000. L'an 2000. Quoi de mieux pour un parc du futur? Et c'est pourtant le pire qui s'annonce. René Monori pensait qu'une collectivité publique, c'était pas son boulot de gérer une entreprise comme celle du Futuroscope. Donc, son idée de départ, c'était de dire, lorsque ça marchera, il faudra que je retrouve un entrepreneur, une entreprise privée, parce que c'est le boulot d'une entreprise privée que de gérer ce qui appartient au privé. C'est pas le boulot de fonctionnaire du département. C'est officiel depuis ce matin. C'est le groupe Amaury qui sera dans quelques semaines le nouveau propriétaire du Futuroscope. Le groupe Amaury, un groupe de presse et de communication qui gère notamment le Tour de France. C'est une entreprise qui a toutes les qualités pour prendre ce Futuroscope, car le Futuroscope était quelque chose de compliqué à vendre. Le groupe qui l'a racheté, si vous voulez, comme toujours, la plupart du temps, c'est classique, on rachète, on dit tous les autres, c'est pas des bons, nous, on est des champions, allez voir ce que vous allez voir. Ben, on a vu. Une campagne de spot catastrophique tient lieu de relance de la fréquentation. Le public franchouillard du Futuroscope n'y comprend rien, le personnel du parc est atterré, une inévitable défiance s'installe. Et sortez de votre planète, planète Futuroscope. Pour moi, si vous voulez, l'actionnaire qui rachetait le Futuroscope, le groupe Amaury, venait sans stratégie. Très vite, on s'est rendu compte que la mayonnaise ne prenait pas. Ils ont transformé l'image du parc, ils ont loupé le marketing, il y a eu une communication complètement négative sur le parc, et il a chuté en l'espace de 2 ans de façon incroyable. Lorsqu'en 2000, le Futuroscope est vendu, il reçoit encore 2 300 000 visiteurs. 2 300 000 visiteurs en 2000. Et
Lorsque l'épisode Amaury se termine un peu moins de 3 ans après, on est tombé à 1,2 million. On a perdu la moitié de nos visiteurs. Un départ symbolique, une centaine de voitures quittent le Futuroscope direction le centre-ville de Poitiers. C'est leur première grande manifestation, les salariés de Planète Futuroscope en ont assez. Aujourd'hui, ils savent qu'un plan social est en cours d'élaboration, que leur direction est en sursis. À qui vous en voulez aujourd'hui? Aux politiques ou aux gestionnaires d'Amaury? Pour l'instant en deux, puisque les deux nous laissent un petit peu dans l'incertitude. Le groupe Amaury a gâché un outil de travail où les salariés se sont investis pendant des années et les politiques tardent à nous répondre. On a frôlé quand même le dépôt de bilan et l'arrêt de l'activité. Je refusais d'y croire et de toute façon pour moi il n'allait pas fermer toutes les entreprises sur la technopole du Futuroscope. C'est l'impact que ça aurait été de fermer le parc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Futuroscope est un parc à thème, mais c'est un investissement d'une collectivité qui a pour objectif de transformer l'économie de son territoire. Donc, c'est un parc à finalité sociétale, c'est pas un parc capitalistique, c'est pas fait pour enrichir un actionnaire. Je pense que la crise est plus profonde que ça. C'est pas simplement la question d'une gestion critiquable du repreneur, c'est aussi que le produit avait quand même vieilli, comme on dit. On avait passé le cap de l'an 2000, nous sommes en 2002, et quelque part, moi je pense qu'il y a eu un effet plutôt négatif. L'an 2000, c'était l'espoir d'un monde meilleur, c'était cette grande lumière dans l'avenir, et puis on s'est rendu compte que finalement l'an 2000, c'était une année presque comme une autre, et je pense que quelque chose s'est un peu cassé dans la société française sur le rapport au futur, sur l'envie d'avenir. Nous, sur le territoire, le Futuroscope, c'est notre vie. On ne va pas le lâcher. Alors le problème, c'est que, voilà, exactement pourquoi on a fait ça. Qu'est-ce qu'il faut arriver à faire sortir? 2 ans après l'avoir vendu, le département doit racheter son parc. Mais Monory, shérif de la Vienne, a vu ses pouvoirs grignotés par la région, l'État qui recentralise. Coup de chance, c'est un Poitevin qui a grandi dans son ombre, qui est devenu président de la région, puis Premier ministre. D'un point de vue industriel, quand vous avez plein de projets, ce territoire-là, vous l'aidez ou vous ne l'aidez pas, vous soutenez ou vous ne soutenez pas, vous soutenez moyennement. Nous, on ne connaît pas la vitesse moyenne, on ne connaît que la vitesse accélérée. Et encore, quand on est à fond, il faut encore accélérer. À presque 80 ans, Monory est usé. Il a raté la vente du Futuroscope. 250 départs volontaires plus tard, Raffarin reprend la main, négocie les conditions du rachat et installe comme nouveau directeur du parc un homme de confiance. J'ai considéré, et j'ai convaincu, je pense, mon conseil et puis mes équipes, que la marque Futuroscope n'était plus assez puissante pour vivre sur son seul acquis. Qu'il fallait rester fidèle à pas mal de choses, mais qu'il fallait trouver des alliés, en quelque sorte, qui donnent de la visibilité, de l'attractivité au Futuroscope. Et trouver des partenaires artistiques, la plupart du temps, qui soient challengés par le Futuroscope, qui nous disent, en gros, moi je fais des choses dans mon domaine, mais avec vous, je vais faire des choses qui m'intéressent. Et ça a été le cas avec Jacques Perrin, ça a été le cas avec Kamel Ouali, avec Luc Besson et d'autres. Et donc, nous avons bien tiré parti de ces binômes. Préparez-vous. Elle a même pas le droit de conduire une araignée. Et c'est parti. En invitant des artistes made in France, le Futuroscope reconquiert en 10 ans son public. Le scope est là, mais le futur, oublié, dans les betteraves. Et voilà le travail. Oh alors, qu'est-ce qui se passe encore? On prépare la clé. Merci les amis. 30 ans plus tard, où en est la Silicon Valley of the Poitou? La gare TGV Futuroscope détient toujours le record de France de l'arrêt ferroviaire le moins fréquenté. La fleur de lotus, où les grands penseurs du monde devaient imaginer le futur, se fane lentement, à l'abandon. Le téléport, connecteur planétaire, s'est fait manger par Internet, à l'abandon. Sur la technopole, les délocalisés ont pris racine. On attend toujours les grandes entreprises innovantes. Des terrains, des bâtiments sont encore disponibles.
Le bâtiment, ah oui, non, mais ça pour faire des bâtiments, c'est formidable. Il suffit de payer une entreprise qui vous fait des bâtiments. On a quand même des gens qui font des bâtiments magnifiques. Le bâtiment, c'est bien, mais je veux dire, s'il n'y a pas de contenu, ça ne sert à rien. Et franchement, c'était pas si facile que ça. Vous auriez vu les champs de betteraves, de blé et de céréales qu'il y avait. Vous vous dites, si vous aviez vécu là-dedans et que vous regardez aujourd'hui ce qui se passe avec 2 millions de visiteurs, vous ouvrez les yeux comme ça. Alors, naturellement, on dit, ah, c'est pas la Silicon Valley, ah, c'est pas Shenzhen, ah, c'est pas San Francisco. Non, c'est pas Shenzhen, c'est pas San Francisco. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de créations, il y a beaucoup d'activités. Et je vous assure que quand vous vivez à Chasseneuil, à Journay-Clon, dans la Vienne, vous vous dites quand même, ceux qui ont bâti ça, eh ben, ils avaient quand même le moral. Si la technopole du futur peine encore à décoller, le parc de loisirs Futuroscope semble sorti de son orbite basse. Il vise la Lune en fréquentation et en attractivité, mais avec quel cap ? Il faut faire ce que les autres ne font pas. Il faut essayer d'être à la tête de quelque chose, et non pas dans la reproduction ou dans le... Ça, c'est une exigence très forte et très difficile à lever, bien évidemment. On a toujours tenté de développer un loisir intelligent et qui permette aux gens, lorsqu'ils en parlent, d'avoir un peu appris quelque chose. Bon, c'était l'idée d'origine, mais c'est une idée d'origine qui a toujours été maintenue dans le développement du parc. Ma conviction, c'est que en repositionnant, en replaçant, en redéfinissant le thème du futur, non pas autour des technologies de demain matin, mais autour de nos grands rêves à nous les hommes, nous nous ouvrons une palette formidable. Donc on est autour de cette idée simple que l'homme va rêver, doit rêver, veut rêver, et que nous sommes un lieu un peu de résistance à la morosité autour de ça. Les histoires d'utopie vieillissent mal, en général. Le Futuroscope, premier parc de loisirs créé en France, aimerait le démentir. Pour donner goût aux technologies du futur, il invite d'abord les visiteurs à s'en émerveiller. C'est un pari. Le pari d'un parc qui semble avoir fait sienne cette devise « Nul n'est à l'abri du succès ». Merci de nous retrouver après ce documentaire sur le Futuroscope et avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Lefrère. Vous êtes le directeur du parc zoo du Reynou qui est à Levigean, près de Limoges. Également sur ce plateau, Michel Bayle. Vous êtes le directeur de Haute-Vienne Tourisme. Et enfin, Raphaël Hoffmann. Vous êtes le directeur du parc Bellevue de Limoges. Merci à tous les trois. On en a vu l'exemple du Futuroscope qui est une institution. En 30 ans, c'est devenu le fleuron, un des fleurons du tourisme français. Là, c'est une réussite exceptionnelle qui est née à la fois d'une volonté politique et d'un concept novateur qui n'a pas, au fond, vieilli, Michel Bayle. Non, parce que le Futuroscope a démarré doucement, quand on le voit bien dans le film. Ce qui est à noter, c'est qu'il est porté par une collectivité. Souvent, on fait une opposition entre l'activité privée et l'activité publique dans le domaine du tourisme, mais c'est une politique publique et on voit que des collectivités peuvent porter des projets aussi gros que le Futuroscope et les mener à bien, puisque effectivement, c'est près de 2 millions de visiteurs. Le Futuroscope, c'est énorme, et sur une thématique qui, à l'époque où il a été créé, était une thématique novatrice, puisque les nouvelles technologies
technologie apparaissait à peine dans nos vies. Alors on verra évidemment la place que ces animations, ces technologies ont aujourd'hui dans ces parcs d'attractions. Il faut évidemment se remettre en question. Alors là, je vais vous poser la question, vous qui êtes professionnel, Nicolas Lefrère, vous c'est un zoo. Hein, alors au fond, sur cette dénomination de parc d'attractions, qu'est-ce qu'on y met ? Ou parc de loisirs. Voilà, parc de loisirs me plairait plus. On y met beaucoup de choses. On y regroupe les parcs d'attractions avec attractions à sensations, les parcs aquatiques, les zoos. On peut y rajouter aussi les groupements d'activités. On y met beaucoup de choses. Donc les parcs zoologiques. Oui, donc vous, c'est un parc zoologique. Donc là, c'est vraiment traditionnel, ce qu'on voit. On verra d'ailleurs, vous nous direz tout à l'heure comment vous faites évoluer votre parc, votre zoo, mais aujourd'hui, c'est un zoo traditionnel qui accueille du public avec des animaux à regarder, au fond. Exactement. Après, en permanence, on est obligé d'amener de la nouveauté. C'est l'événementiel, c'est la nouveauté qui permet aux gens de revenir. Vous pouvez avoir le plus beau site du monde. Malheureusement, s'il n'y a pas d'événementiel ou s'il n'y a pas de nouveauté, les gens ne reviennent pas. Donc c'est ce que le Futuroscope, je pense, a compris ces dernières années, c'est qu'ils ont été obligés de réinvestir massivement pour arriver à réamener des flux de visiteurs. Et en parc zoologique, c'est un peu le même système. Donc c'est ou par des nouveautés animalières, des nouvelles installations, aussi une nouvelle façon de présenter les animaux. Alors ça, je parle un peu plus de mon domaine, mais on a beaucoup évolué sur les 50 dernières années sur les parcs zoologiques, de lieux de présentation d'animaux purs à aujourd'hui des lieux immersifs où on recrée des écosystèmes, où on présente les animaux avec tout l'environnement qui va avec pour essayer de plonger le visiteur très loin de chez lui. Et le mettre en situation comme s'il était dans la nature avec l'animal. Alors vous, Monsieur Hoffmann, c'est un parc d'attractions. Parc Bellevue qui est à Limoges, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc qui est vraiment une institution, parce qu'il y a très longtemps qu'il existe ce parc. Alors oui, effectivement, nous, le parc Bellevue, on l'a repris il y a 5 ans avec mon épouse, mais c'est un parc, cette année c'est la 49e année d'activité, l'année prochaine ça fera 50 ans, et nous c'est plutôt un petit parc traditionnel avec des aires de jeux pour enfants et quelques manèges. Ouais. On verra aussi, vous, comment vous faites pour faire évoluer cette activité, parce qu'on sait qu'au fond, il y a une demande aujourd'hui, hein, c'est bien ça, Jean-Michel Bay. Il y a un vrai engouement des Français pour ces parcs de loisirs, d'attractions. Ça, c'est incontestable. Oui, parce que le touriste, le client, parce qu'il n'est pas forcément d'une autre région, il peut être local aussi, il cherche à acheter ou à consommer de l'expérience. Et de l'expérience nouvelle et de l'expérience renouvelable. Et il trouve tout ça dans les parcs d'attractions. Et une expérience dont il est acteur. C'est ça aussi qui est important. Oui, c'est ce que disait Nicolas Lefrère. Il faut être aussi acteur de sa visite. Et dans un zoo, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais justement, est-ce qu'on parle de ces grands parcs d'attractions que sont le Futuroscope, le parc Astérix, etc., les 4 grands parcs? Est-ce que vous n'êtes pas loin de Poitiers? Est-ce que ça irrigue ce territoire de la Haute-Vienne, ce parc du Futuroscope? Alors, qu'il y a des incidences économiques. Certainement que ça nous envoie du monde, peut-être pas assez, mais il faut pas perdre de vue que pour un territoire, un grand site, c'est aussi un ambassadeur de son territoire. Et c'est aussi quelqu'un qui fait la promotion de son territoire. On n'est pas les seuls, nous, à faire la promotion. Les grands sites font la promotion de leur territoire. Et nous, on travaille très bien avec les sites de Limoges, et c'est important, parce que c'est eux qui créent parfois, de par leur thématique ou de par leur réputation, l'attractivité aussi. Et on sait bien que le plus dur dans la chose touristique, c'est de faire venir le visiteur. Une fois qu'il est là, c'est l'exemple de l'Haute-Vienne, une fois qu'il est en Haute-Vienne, il y est bien. Toutes les enquêtes montrent ça. Il n'y a pas de concurrence entre les parcs, justement, sur le frère, entre le zoo, le parc d'attractions. C'est une complémentarité. Entre zoo et parc d'attractions, c'est complémentaire à 100%. Ouais. C'est pas les mêmes attentes quand on fait ce type de parc. Après, on est conscient aujourd'hui que le marché français est très concurrentiel. Effectivement, quand vous avez des parcs qui se chevauchent sur des zones de chalandise, on sait qu'aujourd'hui les gens sont capables de faire 2h30, 3 heures de voiture pour pouvoir naviguer d'un site à l'autre. Forcément, il y a des zones qui se chevauchent. Des gens qui font des activités, ça a des fois des coûts. Quand vous dites des zones qui se chevauchent, vous êtes par exemple en concurrence avec un zoo de proximité ou... Nous, on a par exemple Beauval, sans le citer, qui est l'un des plus grands zoos français, voire d'Europe. Aujourd'hui, draine la population limougeaud très régulièrement. Donc c'est une concurrence.
c'est aussi un travail confraternel derrière, mais sur le marché purement des visiteurs, c'est une concurrence. Après, on peut le voir différemment. On peut aussi imaginer que ça crée de la demande et que tout le monde ne peut pas, encore une fois, se payer un week-end à Beauval tous les mois. Et donc, s'il y a une demande d'aller à un parc zoologique, on peut complémenter une visite annuelle à Beauval par quelques visites au parc du Reynou. C'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Mais pour reprendre l'idée de territoire, moi, ce qui est important dans le tourisme, c'est qu'il faut imaginer qu'un territoire touristique n'a aucune limite administrative. Quand vous parlez de Haute-Vienne, aujourd'hui, vous demandez à un touriste où il s'arrête, il ne va pas s'arrêter à une frontière administrative. Donc, moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on a la chance d'être aux confluences de grands sites. Vous citez le Futuroscope, on peut citer Lascaux. On est à 1h30 de Lascaux. On est à 1h30, 2h de Vulcania. On est à 2h30 ou 3h du PAL. C'est-à-dire qu'on a quand même cette confluence. Il y a une cohérence, vous voulez dire, un ensemble de cohérence. Et les gens traversent. Donc, à nous de capter. On est un territoire de passage, on le sait malheureusement, mais à nous de capter, d'attirer les flux de visiteurs pour leur faire découvrir justement ce que nous, on peut leur proposer en complément. Territoire de passage, Georges Maël, ça vous, Michel Baye, ça veut dire que c'est plus difficile puisque, comme le dit Nicolas Lefrère, c'est un territoire de passage. Pour fixer le tourisme, il faut être un peu plus inventif, il faut trouver des attractions, des attractivités qui fixent, comme le dit Nicolas. Voilà, faut le faire s'arrêter. Voilà. Ouais. Parce qu'on a cette magnifique artère qui s'appelle l'Avin qui traverse et souvent les touristes disent ah oui, on connaît la Haute-Vienne parce qu'on l'a traversée, mais nous on ne veut pas qu'il traverse, on veut qu'il s'arrête. Alors effectivement, bon, il y a beaucoup de choses. Ça passe beaucoup par la communication et par la promotion, donc il faut aller chercher le touriste en amont de son voyage et de sa traversée. Et pour qu'il ait l'idée, au moment de cette traversée, de s'arrêter, de faire une étape. Et ça demande beaucoup de travail, ça demande le travail de tout le monde, des sites dans leur promotion, du comité départemental du tourisme dans ses outils de promotion, des offices de tourisme. Enfin, tout le monde travaille de concert pour que le touriste ait envie de s'arrêter. Ça va par la signalisation sur l'Avin des sites touristiques, qui est quand même important, qui incite à prendre la prochaine bretelle pour aller voir le site qu'on a vu sur le panneau. Voilà. C'est pas neutre. Ouais. Alors vous, Raphaël Hoffmann, qu'est-ce que vous faites pour, au fond, fixer, amener vers vous les touristes dans votre parc de Bellevue, qui est un petit parc, il faut bien le dire, c'est combien d'entrées par an? Nous sommes à 34 000 visiteurs. Oui, c'est un petit parc d'attractions. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer par rapport à la critique de nos clients, qui va être de l'installation des espaces aquatiques et de nouveaux manèges qui attirent nos clients pour les faire venir dans notre lieu. D'accord, donc ça fait 5 ans que vous êtes dans ce parc. Donc en 5 ans, vous avez déjà changé les choses, amené des nouveautés. Vous êtes chaque année en réflexion perpétuelle pour améliorer les choses, j'imagine. On essaie de faire évoluer les choses, oui, petit peu par petit peu, avec nos moyens, que ce soit pour les manèges, puisque maintenant, ce qui fait déplacer les gens, c'est les grosses structures, comme les nouveaux grands 8, toutes ces choses-là. Donc nous, on aimerait bien par la suite essayer d'évoluer, de pouvoir proposer à nos clients ce genre de manège. Oui, alors c'est ça. Puis il y a aussi le fait que vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de gros parcs ici en Haute-Vienne. Hein, il n'y a pas de grosses structures. Il y a une multitude de petits parcs, mais c'est aussi la richesse du territoire. Exactement. Je pense que c'est l'aspect méconnu de notre territoire, c'est ça. On a la chance d'avoir des petits parcs qui ont de très bonne qualité, mais qui n'ont pas cette renommée nationale ou internationale qui permettent de drainer vraiment beaucoup de visiteurs. Pour revenir à l'image du Futuroscope, on sait qu'aujourd'hui, ils arrivent à drainer une quantité d'Espagnols. C'est leur première clientèle étrangère. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire plusieurs centaines de centaines de kilomètres pour remonter jusqu'au Futuroscope. On n'en est pas là en Limousin, malheureusement. On n'est pas là en Haute-Vienne. Mais on a la chance de pouvoir proposer, quand vous regardez la qualité de l'offre, c'est vraiment intéressant. Mais justement, Michel Bayle, sur ce que disait Nicolas, le fait qu'il y ait une très grosse structure comme le Futuroscope qui capte évidemment une clientèle au-delà même du territoire national, puisque les Espagnols sont les premiers touristes du Futuroscope, est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté pour un département de faire, au fond, son institution pour donner une grande dynamique au tourisme? Est-ce que ça passe forcément par là? Ah oui, alors il y a une volonté politique et puis il y a un investissement dans ce département parce que c'est pas dans tous les départements pareil.
la collectivité territoriale est depuis longtemps investie dans des sites qui sont des sites majeurs. Hein. Le centre de la mémoire d'Oradour, la station de Saint-Pardoux, qui devient... C'est pas un parc d'attractions au sens stricto sensu du terme, mais c'est un espace multi-activité où une famille, puisque c'est l'essentiel de notre clientèle, une famille trouve tout ce qu'il faut pour passer un bon séjour de vacances. Le parc de Saint-Pardoux, précisé, c'est pas un parc, c'est une station avec un espace aqualudique, avec un acrobranche, avec des activités sur l'eau telles que la voile, le canoë, le kayak, et puis très très récemment un téléski nautique qui est une nouvelle attraction qui vraiment, j'espère, va drainer énormément de monde sur ce site. Et ça qui sont à l'initiative du département Oui, tout à fait. Et puis qui est dans un écrin nature, ce que recherchent beaucoup les clientèles maintenant. On sait bien que la côte atlantique commence un peu à être saturée et les clientèles, notamment les clientèles espagnoles qu'on évoquait, cherchent des endroits, comment dirais-je, beaucoup plus tempérés et puis dans un écrin sauvage un petit peu sauvegardé. Nous, on a tout ça ici avec une offre qui est disséminée à travers tout le territoire et effectivement, je vous rejoins, qui ne s'arrête pas aux limites administratives, mais qui est très très riche. Voilà. Donc on est une destination, je pense, en devenir. On fait partie des destinations nature en devenir. Ça. Donc la recherche d'authenticité, c'est aussi ce que vous proposez les uns les autres avec des structures à taille humaine. Alors vous, Raphaël Hoffmann, au fond, c'est ce que disait Michel Baye, cette recherche-là de tranquillité. Il y a pas on sait très bien que quand on va dans ces grands parcs, souvent il faut faire la queue, il y a des files d'attente énormes, il y a aussi la contrainte, c'est formidable, mais c'est pas le cas chez vous. Enfin, c'est plus tranquille. Ah non, c'est sûr que chez nous, c'est bien plus tranquille. Déjà, voilà, c'est une petite structure, on accueille nos clients de la façon la plus simple possible. Et effectivement, chez nous, il n'y a pas de file d'attente. Les gens vont tout de suite pouvoir s'installer dans un manège, faire un tour, redescendre et ainsi de suite dans toutes les activités qu'on propose. Il n'y a que des manèges chez vous Alors, on va avoir des manèges et des espaces aquatiques, des petits pédalos, des petites choses qui restent vraiment sur le thème familial. D'accord. Et le parc est ouvert, c'est saisonnal, il y a une... Alors oui, nous, on a une saison, on est ouvert d'avril à septembre, que pour les beaux jours. D'accord. Et vous avez beaucoup d'employés Combien avez-vous d'employés Alors, on est 16 dans l'équipe à travailler sur place. 16, d'accord. Nicolas, vous, le zoo, c'est des animaux. Je sais qu'on m'a dit que vous aviez accueilli récemment un petit ours blanc, c'est ça? C'est ça, très récemment. C'est tout récent. C'est tout récent. Donc, ça fait partie d'une attractivité nouvelle que vous proposez. Exactement. Alors, à chaque fois qu'on... Pour revenir sur des idées de chiffres, quand vous disiez tout à l'heure de l'investissement, les ratios nationaux aujourd'hui, si vous voulez être un site dynamique, il faut réinvestir entre 20 et 30% de votre chiffre d'affaires de manière annuelle pour pouvoir améliorer votre qualité. C'est ce que vous faites? À peu près ce qu'on fait. C'est à peu près les ratios qu'on arrive à tenir. Je suis un peu au-dessus de ça, mais parce que je considère qu'on avait du retard et qu'on avait des choses à compenser. Donc on est un peu au-dessus de ça sur nos ratios à nous personnellement. L'ours polaire que nous avons choisi d'accueillir passe par effectivement ce paramètre-là d'attractivité, mais ce n'est pas le seul paramètre qu'on prend en compte quand on choisit d'accueillir une espèce aussi emblématique que celle-là. Il y a aussi... surtout au niveau des parcs zoologiques aujourd'hui, et c'est un peu la particularité de notre métier, c'est qu'on a aussi des missions de conservation des espèces, de pédagogie. On ne choisit pas juste une espèce pour son attractivité. Et des contraintes aussi, sans doute Bien sûr, elles vont avec. Et la capacité financière à créer la structure adaptée à l'espèce. Ouais. Tout ça font qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on choisit une nouveauté, c'est un ensemble de tableaux qu'on répartit entre l'attractivité, les capacités financières, le besoin de protection de cette espèce-là, parce que... Dans l'idée de conservation, on se met à disposition des programmes d'élevage européens en disant, voilà, nous, on met une installation à votre disposition pour préserver telle ou telle espèce. Et la pédagogie, et quel message on veut faire passer à nos visiteurs. J'aime à croire que les parcs zoologiques, alors à contrario des parcs d'attractions, c'est peut-être un peu dur parce que je pense que Futuroscope avait aussi une vocation de pédagogie à un certain moment. Les parcs zoologiques sont vraiment ancrés dans la pédagogie. On est là pour faire comprendre les menaces qui pèsent sur les animaux, quelles actions en tant comme nous pouvons faire pour essayer de le minimiser et espérer continuer à avoir des animaux à l'état sauvage. On a eu pas mal de débats avec les ours polaires. Je ne suis pas devenu directeur de parc zoologique parce que j'aime enfermer les animaux en cage. Vous me direz ça tout à l'heure d'ailleurs, oui, pourquoi vous l'avez choisi ce métier. Justement, mais quand on entend Nicolas Lefrère qui nous explique au fond que un zoo, c'est pas seulement un endroit où on voit les animaux, il y a aussi toute la pédagogie derrière, il y a la conservation. Est-ce que vous accompagnez ce genre d'initiative, le département, enfin Gironde, Haute-Vienne Tourisme, pardon?
Nous, on accompagne en faisant la promotion de ces sites-là, parce que et dans notre promotion, on n'oublie jamais le côté didactique de la démarche. Mais comme vous le remarquiez tout à l'heure, au départ, à Futuroscope, il y avait aussi un aspect didactique. Oui. C'est bien montré dans le documentaire, hein, puisqu'il y a même un lycée qui a été implanté autour des nouvelles technologies, etc. Il y avait vraiment l'idée de quelque chose de plus global que la visite d'une attraction. Et dans la démarche du Parc Zoo, il y a aussi tout ce travail didactique autour de la préservation des espèces qui est important et qui fait partie de l'image du site. Comme sur les sites naturels, la protection, le développement durable doit faire partie de l'image du site. Ouais. Voilà, comme la sécurité, je suppose, au Parc Bellevue, que je connais un peu depuis longtemps, les enfants sont sensibilisés à ne pas faire n'importe quoi sur les attractions. Justement, là, puisqu'on parlait de la pédagogie, puisque le tourisme, les parcs, c'est aussi de la pédagogie, comme vous disiez, il y a une pédagogie, vous amenez une pédagogie sur vos parcs éducatifs, les enfants, préserver l'environnement, tout ça, ça se fait ou pas? Mais chez nous, en fait, oui, c'est plus basé sur le manège et sur la distraction. Donc, ce qu'on explique aux enfants, déjà chez nous, bon, c'est vrai qu'en termes de sécurité, on explique aux enfants qu'il faut faire attention un peu sur tout ce qui peut être comme pédalo, tout ce qui va être les kartings articulés, toutes ces petites choses-là. On leur explique que, voilà, on peut s'en servir du bon moyen pour bien s'amuser, mais sans faire n'importe quoi. Ouais. Il y a des grosses contraintes de sécurité sur un parc comme le vôtre, l'administration est... En termes de sécurité des manèges, oui, énormément. On a des manèges qui sont contrôlés donc tous les ans, d'autres tous les 3 ans. Ça va dépendre un peu de la catégorie, puisqu'il y a plus ou moins de risques suivant la catégorie des manèges. Après, nous, vraiment, on a une catégorie qui est moindre. On n'a pas de manège à sensation. On va vraiment avoir du manège de distraction familiale. Alors, Nicolas Lefrère disait qu'il investissait et réinvestissait 30% chaque année. Vous avez une part d'investissement de quel ordre sur un parc comme le vôtre? Nous, à l'heure actuelle, c'est entre 20 et 30% aussi, puisqu'on essaie de réhabiliter déjà les lieux. On a repris un parc qui a déjà des années, donc on essaie de le remettre un peu au goût du jour, tout en gardant l'esprit du parc Bellevue, que beaucoup de personnes connaissent. Alors oui, c'est quoi cet esprit? Parce qu'on en entend parler, c'est un parc historique dans le Limousin. Qu'est-ce qu'il a de... Eh bien, le parc Bellevue, en fait, c'est la cour de récréation du Limousin. C'est un petit parc familial où on a un petit train qui est connu des Limougeaux, qui fait tout le tour du plan d'eau, qui a 44 ans, donc qu'on a gardé, qu'on a remis au goût du jour, pour qu'ils puissent continuer de fonctionner. Et on a des grands-parents qui disent, voilà, j'emmène les petits-enfants, mais avant je venais avec mes enfants. Et ils ont toujours connu ce lieu comme ça. Ouais, c'est une institution, hein, donc ce parc Bellevue, vous le confirmez? Oui, tout à fait. C'est ça, vous y avez été, vous, dans le petit train? Tout à fait. Oui, alors je vais vous poser des questions un peu plus personnelles. Au fond, Nicolas Lefrère, vous êtes donc directeur de ce zoo. Sur quelle superficie d'ailleurs il est votre... Alors aujourd'hui, la propriété fait une centaine d'hectares et on en a 50 qui sont ouverts au public. D'accord. Et vous avez quel type d'animaux? Alors on a 130 espèces. On va de la girafe, de l'ours polaire depuis peu, jusqu'au ouistiti, en passant par lion, tigre. On a une présentation assez large des espèces. On a l'avantage d'être en Limousin, encore une fois, ou en Haute-Vienne, avec beaucoup d'espace. Donc, notre particularité, c'est qu'on propose des grandes plaines. Par exemple, nos girafes ont la chance de pouvoir jouir de 5 hectares, ce qui est assez rare en parc zoologique français. D'accord. Justement, ce bail sur ces parcs, il y a parfois des réticences. Il y a des projets, je crois même savoir qu'il y a un projet où il y a des oppositions parfois d'installation de ces parcs-là. Pourquoi? Ça peut inquiéter? Inquiéter, non. Inquiéter, non. Après, il faut que les projets soient bien montés, qu'ils soient bien financés aussi, et puis qu'ils soient des projets à plus-value, donc qu'ils soient bien conçus. Après, on peut avec des outils informatiques dessiner tous les parcs du monde. Ils sont tous plus fantastiques les uns que les autres. Après, il faut voir le vrai projet, s'il est en capacité de fonctionner, de générer de l'économie, de générer de l'emploi et d'être pérenne. La difficulté pour ces équipements-là, et je parle sous le contrôle de ces deux messieurs, c'est la pérennité du site. C'est l'enjeu de tous les jours. Donc parfois, ce qui peut apparaître comme de la tiédeur, c'est surtout de la vigilance par rapport à une pérennité imaginée de certains projets.
Mais c'est ça. Alors, le Futuroscope, c'est peut-être l'exemple, par défaut, parce que c'est la réussite absolue. Là, on est dans l'exemple d'un parc où l'innovation, la technologie est quasi essentielle, permanente. Vous disiez tout à l'heure, on a installé à côté un lycée, etc. Donc là, on est dans une autre dimension. On est même sur un territoire, parce que pour l'anecdote, le slogan touristique du département de la Haute-Vienne, c'est de la Vienne, c'est la Vienne, le pays du Futuroscope. Donc voilà, donc là le site a pris toute l'ampleur de l'espace, mais c'est bien raconté dans le documentaire. Hein. Il y a un élu à un moment qui dit qu'avant il n'y avait que des betteraves. Donc mettre une cité des technologies du futur à l'époque dans des champs de betteraves, c'était un challenge. Ouais. Après, est-ce que je pense que la destination Vienne y a gagné parce que ça crée de l'emploi. C'est aussi ça le tourisme, hein, c'est que ça crée de l'emploi qui n'est pas délocalisable. Donc c'est un facteur important. Ça crée de la richesse sur le territoire. Le tourisme, on peut pas tout à fait le déconnecter de l'économie. Vous savez quand même qu'en Nouvelle-Aquitaine, le tourisme génère à peu près 8% de PIB. Et on dit souvent qu'un emploi, vous avez demandé à M. Hoffman combien il avait de salariés, on dit généralement qu'un emploi dans le tourisme génère 3 emplois induits. Ça veut dire que c'est aussi une richesse pour le territoire. Alors, toute modification, toute création, forcément, va amener des nuisances. C'est normal. Je ne connais pas un projet qui n'a pas ses détracteurs. Vous, par exemple, vous en avez sur votre... Mais oui, parce qu'aujourd'hui, la captivité animale est quelque chose qui peut être mal perçu. Encore une fois, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas la captivité en tant que telle qui est l'élément principal. C'est pourquoi aujourd'hui on est obligé d'enfermer des animaux. C'est parce que leurs milieux sont détruits. Quand il faut l'expliquer tout ça. Quand on dit qu'on installe un site touristique sur un territoire, c'est oui, ça va créer des bouchons, ça va créer du monde, ça va faire monter le prix de l'immobilier parce qu'il y a des gens qui vont vouloir venir s'installer. Ça crée des nuisances, il faut en être conscient. La question derrière, c'est quelles vont être les contreparties. Et je pense qu'aujourd'hui, les sites touristiques, on est la première destination mondiale. La France est la première destination mondiale. La Nouvelle-Aquitaine est la première destination de France après l'Île-de-France. Voilà, on sait que le tourisme aujourd'hui, c'est un vrai atout et un vrai levier de développement et économique. Donc, je pense qu'il faut le faire de manière sereine. Alors, l'expression « un bon père de famille », ça veut dire qu'il faut savoir les nuisances qu'on va apporter et ce qu'on est capable de mettre en face. Ouais. Vous, en particulier, sur le parc zoologique que vous dirigez, vous voyez une progression chaque année? Parce que c'est vrai que sur la condition animale, aujourd'hui, il y a beaucoup à dire. On sait qu'il y a aujourd'hui des grands détracteurs sur ces concepts-là. Est-ce que vous le sentez, vous? Alors, oui, la progression, alors je vais dire que c'est un état d'esprit. Les gens ont de plus en plus conscience de la condition animale. Et ça, c'est très bien. Ça, j'en suis ravi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ont conscience que les animaux ne sont pas juste des objets et ont une conscience, ont besoin d'avoir des installations adaptées, et ainsi de suite. Ça, c'est le point positif. Après, je pense qu'il n'y a pas, de la part de mes confrères et même de moi, peut-être assez d'explications, assez de présentations sur comment aujourd'hui les parcs zoologiques fonctionnent, quels sont notre mode de fonctionnement. Nous avons abordé l'émission très connue, Une saison aux zoo, qui met ça en avant. Et je pense que c'est une façon... C'est plutôt bien, ça, à votre avis, cette émission, elle est plutôt porteur? Alors, en tant que professionnel, je le prends avec des pincettes parce qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais dans l'idée de montrer la passion des soigneurs, de montrer comment on travaille pour les programmes d'élevage européens, quelles sont les conditions des animaux en captivité, ça, je pense que c'est le bon côté. Après, on édulcore un peu la chose, on le rend un peu télévisuel. Et là, je pense qu'il faut aussi rappeler aux gens qu'on travaille avec du vivant, qu'on travaille quand il pleut. Et ça, c'est important. Mais le tourisme, c'est la même chose. Les contraintes générées sur un parc d'attractions sont énormes. On travaille... alors, nous, on a ces contraintes-là quand on accueille beaucoup de visiteurs. Toutes les journées ne sont pas idéales, forcément. Quand vous avez beaucoup de visiteurs, la sécurité prime, il faut être très vigilant. Voilà, ça fait partie de notre travail au quotidien. Et ça, c'est aussi l'envers du décor qu'on ne montre pas tout le temps. Ouais. L'envers du décor, Raphaël Hoffman, où il y en a aussi peut-être chez vous, je ne sais pas, mais en tous les cas, vous réfléchissez chaque année, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que, par exemple, vous vous dites là, ce parc Bellevue, c'est une institution qui existe, mais pour le pérenniser, il va falloir que chaque année, j'imagine, de nouvelles choses, de nouvelles attractions, peut-être un nouvel état d'esprit pour le parc. Vous réfléchissez à tout ça chaque année? Oui, on y réfléchit, mais j'essaie de faire évoluer mon parc avec la critique de mes clients, puisque c'est eux qui viennent nous voir. Donc, on essaie de... par rapport à leurs demandes, de faire évoluer le parc dans ce sens-là. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent à peu près les clients? Eh bien,
On a eu beaucoup de demandes quand on a repris par rapport à l'espace aquatique du parc Bellevue, puisqu'il n'y en avait plus, ça avait été retiré, et donc nos clients nous disaient c'est dommage, il n'y a plus de toboggan aquatique. Donc la première chose qu'on a réinvesti, donc qu'on a refait, c'est de remettre des espaces aquatiques. Donc ça c'est... Voilà. Et ça a été un bon... Michel Baye, sur cette thématique donc des parcs, puisque c'est celle qui nous occupe pour cette émission, il y en a beaucoup, comme disait Nicolas, en Haute-Vienne, mais il y a de nouveaux projets qui vont sortir des cartons, qui sont portés par le département, ou vous savez, je sais pas, c'est une question. Le département vient déjà de sortir un beau projet, j'en parlais tout à l'heure avec les skis nautiques, qui est vraiment une activité de plein air qui va générer des flux importants. Après, de projets privés, moi j'en ai pas connaissance. Il y avait un projet de parc autour de la thématique musique dans le sud du département, mais je sais pas, j'avais vu la vidéo de présentation, mais je sais pas où ça en est, qui semblait être un projet énorme, une sorte de Disneyland de la musique. Mais je ne sais pas où ça en est. C'est un projet privé. Qui avance doucement. Aussi. Ouais. D'accord, donc parce que c'est quand même des investissements, il faut bien le dire à chaque fois. Et c'est des infrastructures qui sont onéreuses, il faut aussi le rappeler. Tout à fait. Bon, ça génère de la retombée économique. Le parc d'attractions en France, c'est un petit peu plus de 2 milliards de retombées économiques. Au niveau France, Donc c'est pas neutre dans les retombées économiques globales du tourisme. Ouais, sur le département, on a une idée un peu de ce que ça génère ? Non, sur ces équipements spécifiques, non. Et en termes d'emploi, en termes d'emploi, c'est ce que disait Nicolas Lefrère tout à l'heure. Il y a l'emploi direct de la structure, puis il y a ce que ça génère en emploi indirect. Donc effectivement, je le rejoins, c'est un delta de 1 pour 3 au niveau national, mais je pense que c'est valable ici aussi. D'accord. Vous réfléchissez tous les deux, j'imagine, encore une fois. Vous le voyez comment, le parc zoologique du 21e ou 22e siècle, Nicolas? Vous êtes assez... Vous avez projeté au 22e, ça fait un peu loin, mais enfin... Mais en tout cas, alors, ce qui est commun, encore une fois, au parc zoologique, au parc d'attractions, c'est qu'on a besoin de se remettre en question en permanence et de coller au plus près des attentes de nos visiteurs. On parlait tout à l'heure d'expérience de visite, c'est une notion assez jeune, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas juste faire une simple visite, ils veulent repartir avec des expériences, avec des sensations qu'ils veulent emporter chez eux. Il ne faut pas oublier que quand ils achètent un billet chez nous, on ne leur vend pas de choses en contrepartie que leur plaisir, que leurs émotions. Et les gens sont de plus en plus friands de ça. Ils veulent être acteurs aussi, c'est une nouveauté récente de se dire qu'aujourd'hui ils veulent visiter, mais ils veulent participer, ils veulent repartir avec quelque chose de concret qu'ils ont fait. Nous, on leur fait des fois nettoyer les cages. C'est une activité qu'on a développée qui s'appelle Soigneur d'un jour et qui incite les gens à venir découvrir les coulisses, à participer, à nourrir, à nettoyer, qui plaît beaucoup. Alors, je pense que le zoo du futur va aller dans ce sens-là, mais comme les parcs d'attractions, c'est qu'on va aller de plus en plus à du participatif, où il va falloir intégrer nos visiteurs quasiment dans nos structures. C'est presque ça, je pense, en essayant aussi d'intégrer les technologies modernes. On sait aujourd'hui qu'il y a une façon... Alors, même si un parc zoologique peut des fois être surprenant, quand je dis ça, je vous vois rire, Monsieur Bayle, mais... je vous dirai pourquoi. Un parc zoologique, c'est le côté nature. Il est vrai, le côté des connexions m'approche énormément et me plaît énormément, mais il est vrai que nos clientèles ont des attentes aujourd'hui de plus en plus modernes et veulent pouvoir avoir alors des compagnons de visite, des applications qui permettent d'étoffer leur visite. Et ça, c'est à mon avis des choses sur lesquelles on peut progresser parce qu'on nous donne beaucoup de moyens aussi sur la pédagogie, sur la présentation des espèces, pour leur apporter quelque chose. Vous vouliez rajouter quelque chose à ce que disait Nicolas? Oui, non, je crois que dans une structure comme la vôtre, il faut garder du vivant, même accompagné d'outils didactiques de haute technologie. Non, je souriais parce que j'ai entendu parler alors je ne sais plus où sur la planète, d'un aquarium où les poissons seraient en image de synthèse. Voilà, je crois qu'il ne faut pas aller jusque-là. Ouais. Et Nicolas Lefrère disait le touriste doit être acteur aujourd'hui, il est plus passif dans ce qui se passe aux zoos, ce qui se passe évidemment au parc Bellevue, mais globalement c'est ça au fond cette notion aujourd'hui du touriste qui n'est plus que consommateur, mais qui est aussi un peu acteur de sa propre pratique touristique, c'est important. Pas spectateur. Voilà, pas spectateur. Il vient vivre des expériences et la cible qui est la nôtre, notre cible privilégiée, c'est les familles, et c'est même intéressant dans les parcs d'attractions de voir les familles, parce que un parc d'attractions, ça remet tout le monde au niveau de l'enfance.
Donc la hiérarchie familiale aussi est un petit peu bousculée parfois entre l'enfant qui est sous l'autorité de ses parents habituellement. Là, si c'est lui le plus téméraire pour aller faire le grand toboggan ou pour s'approcher des fauves, ça rebat un peu les cartes le temps de la visite et c'est toujours intéressant à observer ça. Oui, alors là... Et ça nous ramène tous en enfance. Ouais, le parc, c'est ça, ça ramène tout le monde à l'enfance. Puis vous êtes un parc familial, donc vous constatez ce que dit Michel, c'est ça aussi. Oui, tout à fait, parce que chez nous, c'est vrai, tout le monde participe et c'est le sens du parc d'attractions. C'est que les parents, en repartant, ont passé un bon moment et peut dire, par exemple, à son fils ou à sa fille, bah, t'as vu, moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça. Ça crée de beaux moments et de... Voilà. Ouais, c'est ça, de convier, et puis ça rassemble un peu les générations. Je vous entendais tout à l'heure parler d'un parc thématique. Alors là, on est dans la tradition, les zoos, les parcs de manège, mais on voit au fond qu'il y a une émergence d'idées sur des parcs thématiques, musique, enfin, donc très, très ciblés. C'est une tendance, Michel Bailly? Oui, ça a été une tendance. Après, je pense que ça peut avoir ses limites aussi. La thématique, si on reprend l'exemple du reportage qu'on a vu avant sur Futuroscope, la thématique était complètement nouvelle et futuriste. Mais elle a aussi trouvé par moments ses limites et ils font preuve d'ingéniosité tous les ans pour recréer de nouvelles choses encore plus avancées technologiquement. Et je crois qu'à un moment, on peut être coincé par une thématique qui n'évolue pas. Ouais. Est-ce que vous diriez les uns et les autres que... Parce que c'est vrai que quand on cite ces grands parcs, c'est des parcs qui accueillent évidemment beaucoup de clientèle. C'est un peu des étendards pour des... Est-ce que le tourisme de masse, c'est le tourisme de demain? Je pose la question à tous les trois. Je crois de moins en moins dans les attentes des clientèles. Alors c'est paradoxal, puisqu'on voit bien que ces grands parcs d'attractions, ils accueillent énormément de touristes. J'aime à croire aussi qu'on arrive à un tournant où les gens ne veulent plus être agglutinés, où la saturation n'est plus ce que l'on recherche. Oui, c'est important parce que c'est vivre l'expérience que les autres ont vécue, donc ces sites-là resteront des sites majeurs. Je pense qu'on a notre carte à jouer dans l'opposé complet et plutôt dire venez déconnecter, venez vous perdre. Venez vous perdre au milieu de la nature sauvage, Nous, c'était un élément, vous savez, quand ils ont créé le parc, parce que je ne suis pas à l'origine du parc du Rhénaux, en 96, c'est laissez-vous regarder. C'était l'immersion inverse. C'est venez et c'est vous l'élément perturbateur au milieu de la nature sauvage. Ouais. J'aime bien cette idée. Est-ce que vous nourrissez les uns et les autres de ce qui se fait ailleurs, chez vos confrères, tout en gardant évidemment chacun l'identité de vos parcs ? Oui, bien sûr, ça donne de bonnes idées de regarder un peu chez les autres, c'est sûr. Après, c'est pas de faire la même chose, c'est de trouver l'idée bonne, mais pour garder, en fait, tout simplement, l'âme de son lieu, quoi. Chez moi, c'est le parc Bellevue, ça a une âme, et je peux prendre de bonnes idées chez les autres, mais je vais essayer de l'agrémenter pour que ça reste... c'est ça, il faut garder l'identité du lieu. Voilà. C'est pareil, j'imagine, pour vous. C'est important de préserver cette identité. Qu'est-ce qui vous a poussé aux uns et aux autres à choisir, au fond, cette voie-là ? C'est une question complexe qui ne se répond pas en quelques minutes, mais on va dire que je suis arrivé dans un parc zoologique par inadvertance. Et pour une saison. Puis j'ai découvert le plaisir de partager, d'échanger avec les enfants, avec les adultes, d'apprendre des animaux. Parce qu'au final, je pense qu'on est tous des néophytes. Quand on regarde la nature, on a tellement de choses à apprendre et tellement de choses à découvrir. Et de découvrir ça d'un côté pour ma culture personnelle et puis de le partager de l'autre côté, j'ai trouvé ça fascinant. Et vous rajoutez à ça l'idée de dire qu'en plus, vous pouvez participer à une idée de protection environnementale et protéger la planète. Et ben vous avez à peu près le cocktail qui m'a permis d'en arriver là. Raphaël Hoffman, vous, c'est plus une tradition de famille, c'est ça ? Nous, c'est plus une tradition familiale, oui, parce que moi, je suis commerçant forain de base. L'évolution du travail fait que je me suis sédentarisé et j'ai repris un parc d'attractions. Après, depuis tout petit, quand je vois des enfants qui redescendent des manèges avec un grand sourire ou avec une barbe à papa à la main, ça m'a toujours fait quelque chose, donc je suis toujours resté dans ce milieu-là.
Il nous reste une petite minute, un peu plus d'une minute. Michel Baye, vous êtes le représentant touristique de ce département, Haute-Vienne Tourisme. Donc c'est vous qui portez la politique touristique de ce département. Quelle est au fond on a parlé des multitudes de richesses du département, mais si vous deviez qualifier l'atout de ce département, vous diriez c'est quoi? Une tranquillité active. Voilà. Souvent, on a peur dans nos destinations de s'ennuyer. Et les enquêtes de clientèle montrent que quand les gens sont venus, ils ont trouvé ça joli, c'est un fait. Mais il y a beaucoup d'endroits qui sont jolis, mais ils ne s'y sont pas ennuyés. Voilà. Donc, on a une quiétude active. Voilà. Comment je définirais ce territoire auquel je suis très attaché. Quiétude active, et c'est une clientèle qui vient, parce que vous dites il faut la garder, il faut la fixer, quand elle passe, il faut la garder, il ne faut pas qu'elle passe seulement, il faut l'arrêter. Donc c'est des gens qui... les touristes de la Haute-Vienne sont des gens qui viennent d'où? Alors, les bassins naturels et historiques, c'est la Bretagne, le Sud-Bretagne, les Pays de Loire, l'Île-de-France. Et puis, actuellement, on mène des actions pour aller chercher cette clientèle espagnole qui va jusqu'à Poitiers sans trop passer par chez nous. Donc, on l'incite par diverses actions de promotion à venir chez nous. J'espère qu'on en verra un premier effet dès cet été. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, belle saison à tous les deux, puisque vous parliez de l'été. On rentre dans la saison active touristique. Donc, je vous souhaite à tous les deux une belle et grande saison avec plein de touristes. Et puis, longue vie aussi à Haute-Vienne Tourisme. Merci à tous les trois. Restez fidèles à Débat Doc. Au revoir.